Buongiorno bianconeri e azzurri, du coup. The Day After Italia-Macedonia, 0-1, joué à Palermo, ma ville, dans une ambiance très, très, très favorable agli azzurri, mais on en revient toujours à la même chose. Stérilité en attaque, on passe tout le match à attaquer, avoir la possession même haute du ballon, et à ne pas marquer, à rater des occasions invraisemblables. Berardi avec la cage vide, Immobile en contre, qui, au lieu d'aller dans l'axe, il choisit la voie externe. Peut-être qu'il doit faire la symétrie des roues, l'autre là. Bref, beaucoup de considération, beaucoup. Beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse. Mais je voulais vous faire quand même une petite vidéo pour vous pousser quelques réflexions que j'ai lues ou que j'ai eues. Et puis, vous parlez un peu de ce qu'a dit Gravina hier soir après l'élimination. Tout d'abord, merci de liker et commenter, parce que liker, ça aide le référencement de la vidéo, et commenter, bah, ça nous fait de belles discussions. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire avec le bouton en dessous de la vidéo, plus aussi, cliquez sur la petite cloche, comme ça, vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Première réflexion, on gagne 1 euro, et on ne va pas à la Coupe du Monde. Est-ce que c'est possible d'avoir un tel cleavage, une telle distance entre le potentiel technique d'une équipe qui peut gagner l'Euro et quelques mois après ne pas se qualifier, non pas seulement en perdant aux dernières minutes avec la Macédonie du Nord, parce qu'une chose comme ça peut arriver dans le foot. Le foot étant un sport avec un score assez bas, forcément la composante de l'imprévu, appelez-la chance, appelez-la tous les conjonctures astrales qui peuvent aller mal, appelez aussi l'adversaire qui peut avoir une très bonne tactique, comme la Macédonie a eu hier soir, appelez ça comme vous voulez, mais il y a un facteur dans un sport avec un score bas qui fait que la composante technique, les propres potentialités, elles sont amoindries vis-à-vis d'un sport comme le basket, où forcément il y a plus de points à faire, donc l'écart se creuse d'autant plus un nombre de points vis-à-vis de l'écart technique qu'il y a entre les deux équipes. Mais l'Italie ne perd pas la qualification mondiale hier, du moins pas que, parce que, je pense que vous l'avez abordé un peu comme moi, les deux matchs qui nous attendaient, Macédonie et puis la gagnante de Turquie et Portugal, en l'occurrence le Portugal, c'était quand même assez chaud. Si on était rentré à la Coupe du Monde, ça aurait été vraiment une grosse conquête en battant le Portugal de Cristiano Ronaldo. Donc je pense que nous tous, nous abordions la chose comme « ouais, ça va être difficile ». Mais quand même, je pense qu'à 99%, on était tous d'accord qu'on passait au moins contre la Macédonie du Nord. J'en ai trouvé un sur Facebook qui m'a dit on passera pas. Je lui ai répliqué ce matin dans le post, bordel, t'as porté la poisse, quoi. Ou alors t'as la boule de cristal. Ou alors, mec, donne-moi les prochains résultats des Serie A, comme ça je deviens millionnaire. C'était beau. Non, l'Italie, elle perd ce match dans les matchs précédents. Parce que déjà, dans un pool totalement abordable, c'est inconcevable de faire 2 matchs nuls contre la Suisse et de faire un match nul contre l'Irlande du Nord sans même pas marquer. Et je ne vous parle pas des pénaltys de Jorginho, parce que oui, il en a raté 2, oui, bordel, on n'en serait pas là, oui. Mais si on se stigmatise comme ça sur des épisodes, et je vous parle même de Berardi hier avec la cage vide, ou des autres occasions, si on se focalise uniquement sur l'épisode, on ne va pas très loin dans la discussion. Cette équipe qui a gagné l'Euro, est-ce qu'elle a gagné l'Euro par hasard, par chance? Parce que quand même, on fait match nul dans les 3 derniers matchs de l'Euro, et après on gagne. Ou alors, il y avait une réelle force intrinsèque de ce groupe. Moi, cette force, je l'ai vue, honnêtement. J'ai vu des joueurs qui collaient bien ensemble, qui formaient une équipe, qui jouaient un bon football. Peut-être un peu, le seul match où on a été un peu terni, c'était contre l'Espagne. Et le premier quart d'heure totalement ouais, nul contre l'Angleterre.
Mais sinon, moi, j'ai vu une bonne Italie. Pour moi, Mancini a su infuser un bon jeu, un bon esprit d'équipe à cette équipe. Sauf que il a aussi ses torts. Et c'est facile de parler comme ça sur un canapé ou face à une caméra, mais il a eu ses torts, à mon avis aussi, parce que Immobile, on le sait depuis un certain moment qu'il est stérile en attaque. Dans l'attaque de l'Italie, au moins. Berardi, bah, c'est un bon joueur en Serie A. Par contre, Zaniol, en ce moment, il a un peu une meilleure jambe. Donc pourquoi insister sur cette compo initiale? Encore une fois, bah, on n'a pas la réponse et voilà, c'est lui qui sait toute la vérité. Il sait très bien quelles sont ses fautes ou lesquelles ne sont pas, comme les joueurs eux-mêmes savent quelles sont leurs fautes ou lesquelles ne sont pas. Je vous invite à réfléchir qu'hier, il n'y avait même pas un joueur de la Juventus dans la compo initiale. Après, Kellyn est rentré, et les mauvaises langues vont dire ben, c'est parce que Kellyn est rentré qu'on a pris but. Mais bon, il y a aussi Jorginho, je ne comprends pas, au lieu de demander la faute de main, poursuit ton attaquant. Il y a Donnarumma qui il était sur le bon poteau, il bouge très 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 en retard, un peu distrait peut-être le petit, j'en sais rien. Mais voilà, on en arrive là, on en arrive à ne pas aller à la Coupe du Monde pour la deuxième fois de suite. Et celle-ci, mes amis, c'est juste la plus grosse défaite du football italien. Parce qu'encore contre la Svezia, c'était pas champion sortant d'Europe. Il y avait une équipe qui n'avait pas le niveau qu'a cette équipe, au moins poste par poste. La Suède est sûrement pas la Macédonie du Nord en termes d'effectifs. C'est pour ça que cette défaite, elle fait encore plus mal. Parce qu'elle vient alors que on s'y attendait pas. Et ça m'apporte aussi un certain parallélisme avec le Villarreal, même si je pense que la défaite de la Juventus, elle prend tout un autre goût vis-à-vis de l'élimination avec la Macédonie du Nord. Le niveau n'est pas le même. Hein. Ok, le Villarreal est septième dans la Liga, mais quand même, la Macédonie du Nord. La Macédonie du Nord, c'est des gens, après avoir fait l'entraînement, ils vont ouvrir leur poissonnerie ou leur charcuterie, tellement ils ont un boulot à côté, en fait, ils ont une vraie vie. Non, j'extrémise, vous savez bien, mais c'est sûrement pas un niveau de joueurs qui jouent au Chelsea, au PSG, à la Juventus, au Milan. C'est certainement pas ce niveau-là. On ne pouvait pas perdre. Et c'est la plus grosse défaite, non pas seulement parce qu'elle vient pour la deuxième fois de suite, mais parce que ça va, d'un point de vue, avoir une retombée économique. Tous les sponsors, tous les ci, tous les ça, que l'Italie ne touchera pas. C'est un argent qui ne sera pas touché. À chaque fois, pour la Coupe du Monde, il y a des spots télé où l'Italie est ambassadrice, ou un tel joueur, ou un tel joueur, où il y a des retombées économiques de partout. Les droits de la distribution visuelle du contenu de la Coupe du Monde, l'Italie ne les touchera pas. Sportivement, ça va être difficile parce que les plus grands championnats européens vont s'arrêter pendant un mois en hiver. Et donc, il y a la Serie A aussi. Et donc, nos joueurs, en l'occurrence, ben, ils devront suivre un programme d'entraînement différencié par rapport à leurs camarades qui continueront à jouer pendant la Coupe du Monde. Il y a une retombée sociale aussi, parce que il y a des gamins, si dans 4 ans, si on arrive toutefois à se qualifier, il y a des gamins de 18 ans qui verront pour la première fois l'Italie à la Coupe du Monde. Ils n'auront jamais connu l'Italie à la Coupe du Monde. Tellement longtemps on aura manqué cette compétition. Encore, je vous dis, faut-il se requalifier dans 4 ans? Et directement lié à cela, il y a le fait que tout métier se renouvelle aussi par la passion. Et le football, c'est quelque chose qui marche beaucoup à la passion. Peut-être que, sûrement, ouais, les Chiesa d'aujourd'hui, les Zaniolo, les jeunes qu'on a aujourd'hui, ils ont grandi avec le mythe de ceux qui les ont précédés avant eux, qui ont vu le but de Del Piero en demi-finale contre l'Allemagne avec les yeux qui brillent et qui se sont dit, bordel, moi je veux ça, moi je veux devenir ça. Et aujourd'hui, ces gamins-là n'auront pas la même résonance médiatique.
pour s'inspirer dans leur carrière. Et donc peut-être beaucoup de monde abandonnera l'école de foot comme moi je l'ai fait quand j'avais 10 ans, j'en ai fait 2 ans et après non, c'est pas ma voie, point. C'est impossible, j'ai pas vécu le rêve, mais voilà, je suis parti sur autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que ce phénomène sera amplifié du fait d'avoir moins de visibilité, aussi en Italie, de nos joueurs dans une compétition comme la Coupe du Monde. Et je pense à certains joueurs comme Federico Chiesa lui-même, il aura son début à la Coupe du Monde, si toutefois, encore une fois, on se qualifie, à 28 ans, ce qui est énorme pour un joueur de l'acabit de Federico Chiesa. Voilà, il y a plusieurs milliers de discussions qui me viennent en tête et que je pourrais vous démarrer là. Dans tous les cas, c'est vraiment une retombée absurde pour le football italien. Et il y a eu une belle discussion démarrée par Tutti Juve sur Twitter qui demandait est-ce qu'à votre avis, le decreto crescita, c'est un facteur dans cette déchéance du football italien? Alors, il est là depuis 3 ans, donc sûrement que ce n'est pas un facteur majeur. Mais il est vrai que c'est un facteur, et j'y ai réfléchi suite à leur tweet, qui me fait dire, ben oui, forcément, un joueur qui a qualité égale, un jeune que je pourrais aller prendre à l'étranger, je vais le payer moins que quelqu'un qui est italien et qui a une résidence fiscale en Italie. Donc oui, pour les petits joueurs, c'est vrai. Après, est-ce que on doit se passer quand même d'une arme aussi redoutable? Parce que quand même, avec des salaires comme celui par exemple de Paul Pogba, c'est clair qu'on n'est pas sur la même échelle des valeurs, vous voyez. Donc la réflexion est des deux côtés en fait. Parce que est-ce que la société Juventus ou Inter ou Milan vont vraiment avantager un jeune étranger pour quelques broutilles? Parce que pour eux, c'est des broutilles, ça. Tu donnes 500 000 euros par an à un joueur émergent, eux, ça leur change rien en fait. Par contre, les gros salaires, c'est là que, disons, le decreto crescita va avoir une importance capitale. Mais c'est une considération que j'ai trouvée assez intéressante et pertinente. Donc, gardons à l'esprit hein, que c'est vrai que les clubs ont, disons, une première place, une place importante dans la constitution de joueurs à l'intérieur de la nation qui peuvent après aller représenter l'Italie. C'est tout à fait vrai. Et j'en viens à ce que Gravina a dit, parce qu'en gros, Gravina, il va mettre la faute sur les clubs qui ne font pas assez jouer les jeunes et qui privilégient les étrangers, par exemple. J'ai envie de dire à Gravina, tu es au chef de la fédération ou tu fais semblant, c'est juste pour toi c'est juste un passe-temps, parce que quand on voit un problème, on fait des réformes derrière pour pallier à cela. Nous, on a, oui, la notion de CTP, Club Trained Player, ou FTP, Federation Trained Player. Donc, les clubs peuvent ajouter dans leur liste de façon gratuite, sans que ça prenne une place dans la liste officielle, des joueurs soit grandis dans le club, soit grandis dans la fédération. Et cela pour incentiver, bien entendu, d'une part, avoir un vivier qui peut te fournir des talents et d'autre part, de te fournir dans les viviers italiens plutôt qu'étrangers. Mais peut-être c'est pas assez en fait. Peut-être qu'il faut donner des incentives encore plus forts aux clubs qui leur permettraient de mieux de faire un choix sur la jeunesse. Par exemple, la Juventus a été la première à avoir une équipe Under 23 qui aujourd'hui évolue en Série C. Les autres sont à des années-lumière de cette... Ils ont quelle équipe Primavera, printemps. Donc, peut-être qu'il faudrait appuyer sur ça au lieu juste de se plaindre. Et je dirais aussi à Gravina, toi tu dis ça, mais en même temps, la nationale, comment dire, elle prend les talents de l'équipe de la Juventus, par exemple, il lui prend les joueurs X fois par an dans un calendrier qui est déjà hyper plein, parce que la Serie A a 20 équipes, c'est juste une abomination pour, entre guillemets, faire plus d'argent, alors qu'ils rendent le campionato lui-même plus pauvre, en fait, parce qu'après, tu vas te retrouver avec des Crotone Salernitana, par exemple, qui n'intéressent personne. Je suis désolé pour les tifosi de Crotone Salernitana.
Mais en gros, oui, l'équipe nationale va piocher dans les joueurs du club, mais par contre, c'est les clubs qui assument tous les risques, déjà financiers, parce qu'ils payent un salaire aux joueurs, payent un salaire pour qu'ils jouent en équipe nationale. En plus, s'ils se blessent, il y a une loi qui est abominable de la UEFA qui fait que la fédération est obligée à donner de l'argent au club, à quelque part compenser le club si un joueur se blesse, que à partir du, je crois que c'est le 90e jour, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que si la blessure est plus grande de 90 jours, ça pourrait être 60, mais restons sur 90 parce que je crois que c'est plus ça. Si un joueur subit une blessure qui est plus grande de 90 jours, alors à partir du 90e jour, ça commence, la nationale commence à payer. La fédération paye le club pour la partie restante à partir des 80 jours. Les premières 90 jours sont en tous les cas perdus. C'est abominable. C'est-à-dire que le mec, il doit se faire un talon d'Achille ou un ligament croisé pour que le club touche et que 3-4 mois de indemnisation par rapport au fait d'avoir prêté le joueur à la nationale. Or, on sait, et heureusement, ces genres de blessures sont rares quand même. Ça arrive, même 2-3 fois par an, ça arrive qu'un joueur se pète un croisé, mais la plupart des blessures, c'est 20 jours, une semaine, 2 mois. Eh bien, c'est le club, il touche à rien. Le club assume toutes les responsabilités, la charge économique, la charge de formation technique, parce que en plus, la nationale, elle s'entraîne entre elles que quelques jours par an. Donc voilà, c'est une situation, ça, Gravine, qu'il faudrait attentionner avant de les dire. Ben, la faute, c'est des clubs qui ne font pas jouer les jeunes. Donc il y a des choses comme le décret de crescita qu'il faudrait ajuster pour la partie jeune. Il y a le fait que quand même l'équipe nationale prend beaucoup de place au club pour ce joueur sans même pas les indemniser correctement. Il y a le fait que le calendrier il est trop rempli parce qu'une série A 20 équipes baisse le niveau du championnat, on ne le remonte pas, il le baisse et ça fait que les joueurs se blessent plus souvent. Donc voilà, Gravine, avant de parler, je pense qu'il y a d'autres choses, d'autres sujets beaucoup plus importants auxquels s'intéresser. Bref, je ne sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Il faudrait vraiment que je note toutes les choses qui me passent par la tête. Mais ça fait déjà 17 minutes que je vous parle. Et donc, je vais vous dire à la prochaine. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouvel arrivant. Et n'oubliez pas, on se parle bientôt pour la Juventus. On retourne assez rapidement sur les sujets Juventus. Fino alla fine, forza Juve. Ciao les gars.